Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 9 mars avec au sommaire ce soir l'inquiétude des maîtres nageurs, des professionnels du secourisme. Les piscines sont fermées. Cela pourrait avoir des conséquences sur les chiffres des noyades puisque l'été va se rapprocher vite. Il commence à faire beau. On en discutera avec Aurélia Tardiva sur ce plateau qui est directrice de la Fédération française de sauvetage et de secourisme pour l'antenne des Alpes-Maritimes. La colère également des parents et des étudiants en médecine, des étudiants de santé, une réforme qui crée des inégalités. La fac de médecine de Nice qui laisserait sur le carreau énormément de candidats. Tous les détails dans ce Grand Direct. Et puis le combat d'un père, son fils est en Ouzbékistan avec sa maman. C'est le combat de ce papa de notre région qui nous racontera comment depuis 5 ans il est privé de son enfant. C'est une affaire compliquée judiciairement et un combat qu'il a choisi de médiatiser. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Très heureux de vous retrouver comme tous les soirs. J'espère que vous allez bien. Oh bah oui, je suis en pleine forme. Alors, on rejoindra également aussi... Nice a perdu en Coupe de France. Oui, ben voilà, tous les clubs de la région, à part Monaco, puisque Monaco a battu Nice, mais tous les autres clubs situés sur le territoire français de notre région ont pris la porte, donc plus beaucoup d'enjeux ni pour Nice, ni pour Marseille. Marseille, on en reparlera à la fin de ce Grand Direct, puisque le nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, est arrivé. Valentin Rodriguez était à la commanderie. Il nous dressera une sorte de petit portrait de ce technicien argentin. Voilà, on va démarrer ce Grand Direct, comme je vous le disais, avec la question des noyades, qui est un fléau quand même dans notre région. Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines maintenant, voire mois, les piscines sont fermées, ce qui bloque complètement finalement l'apprentissage de la natation et de la nage, tout simplement. Bonsoir Aurélia Tardiva, merci d'être avec nous. Vous dirigez donc la Fédération française de sauvetage et de secourisme, antenne Alpes-Maritimes, secourisme pour tous d'ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai problème qui se pose. Le syndicat des maîtres nageurs au niveau national a tiré la sonnette d'alarme. On ne peut plus apprendre à nager. Et pour notre région et nos 3 départements qui sont directement concernés par la mer Méditerranée et les piscines qui sont quand même nombreuses, ça risque de poser quelques problèmes. Oui, en effet, c'est vrai que chaque année, on a le problème des noyades qui est récurrent. Et là, le fait que les piscines soient fermées, on n'a pas pu mettre en place des plans pour apprendre à nager aux enfants. Nous-mêmes, au niveau de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, on a mis en place une école de sauvetage pour justement permettre aux enfants d'apprendre à nager et de se perfectionner. Et on a malheureusement, avec le virus, des grandes difficultés à maintenir notre programme. Est-ce que, question très précise, par exemple, les élèves dans les écoles sont aussi privés de cours de piscine ? Alors, malheureusement, pour le moment, la plupart du temps, oui. Même si, il faut le souligner, les municipalités, notamment la ville de Nice, essayent de faire des gros efforts pour que les enfants puissent continuer à avoir des cours de piscine avec les écoles. On peut peut-être rappeler, alors sans rentrer dans le détail des chiffres, mais l'ampleur du phénomène dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône chaque année, parce qu'il y a une double menace, la mer et les lacs, et puis les piscines privées également. Donc on est véritablement concerné. On est effectivement véritablement concerné. On a eu une chute des noyades l'année dernière, ce qui était à souligner. Et malheureusement, on a très peur que cette année, ce soit tout l'effet contraire qui se produise, puisque il faut rappeler aussi que les noyades concernent pour plus de la moitié les jeunes enfants et essentiellement, effectivement, sur les zones de baignade, mais auprès des piscines privées. Donc c'est très compliqué. Alors c'est la ministre des Sports, déléguée au sport, l'ancienne grande championne de natation justement, Roxana Maracineanu, qui a tiré la sonnette d'alarme. Elle a estimé, elle a cité ce chiffre qui est très frappant, elle a estimé que 800 000 écoliers et collégiens n'ont pas pu apprendre à nager à cause de la crise sanitaire et de la fermeture des piscines. Quelles mesures faudrait-il prendre ? Faudrait rouvrir maintenant rapidement toutes les piscines ?
Alors oui, il faudrait essayer de réouvrir ou alors de mettre en place des stages pour permettre notamment pendant par exemple les vacances de Pâques aux enfants de pouvoir apprendre à nager. Faut rappeler que oui, il y a l'école pour apprendre, mais il y a aussi le rôle des municipalités pour intervenir et pour permettre aux enfants d'apprendre à nager. Chaque été, il y a notamment un dispositif avec la ville où il y a des piscines qui sont dans différents coins de la ville pour apprendre à nager aux enfants ou à se perfectionner. Et effectivement, ça serait bien que ce soit mis en place dès les vacances de Pâques pour lutter contre ce phénomène. Parce que la ministre rappelle quand même que les piscines localement sont gérées par les collectivités locales et non pas par le gouvernement, même si elle ne donne pas de date de rouverture de ces piscines. Elle attire l'attention. Est-ce que vous demandez aux collectivités locales de prendre leurs responsabilités, de mettre en place des protocoles qui permettraient aux écoliers, aux collégiens de retourner dans les bassins ? Alors, je pense que la situation est très compliquée. On a la chance quand même d'être assez écouté, en tout cas sur les Alpes-Maritimes, au niveau notamment, par exemple, de la direction des sports, que ce soit, par exemple, sur la ville de Nice. Donc, je pense qu'elles prennent déjà leurs responsabilités, mais comme il est question aussi de santé publique, c'est très, très compliqué de trancher. On a quand même des piscines qui ont réussi à être ouvertes. Donc, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait plus de piscines qui soient ouvertes pour qu'on puisse, nous, par exemple, associations sportives, intervenir auprès des enfants, prêter main forte pour attraper tout ça. La ministre dit par exemple qu'il faudrait mettre en place des capotes, couvrir les piscines, mettre un système de chauffage, tout ça c'est évidemment des coûts. Est-ce que vous poussez dans cette direction pour pouvoir rouvrir ces piscines ? Oui, on peut pousser dans cette direction. Nous, comme je le disais, à titre personnel, nous avons une école de sauvetage. Nous savons que, par exemple, la ville de Nice a permis l'ouverture du toit de la piscine Comte de Falicon pour justement que nous puissions reprendre dans des conditions sanitaires optimales. Après, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, que ce soit et les collectivités territoriales qui ont effectivement un grand rôle à jouer, mais aussi les associations sportives, les maîtres nageurs, pour qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions pour éviter ce fléau. Juste un chiffre, je donne à titre indicatif, mais par exemple, l'été dernier, entre deux confinements, sur la période juin-juillet dans les Alpes-Maritimes, 10 noyades constatées sur la zone 10. Donc autant dire qu'effectivement, c'est presque un problème de santé publique. Éric, vous alliez poser une question. Oui, je regardais parce que Roxana Maracineanu annonce une réunion le jeudi 11 mars, c'est-à-dire dans 2 jours, de l'Agence nationale du sport, peut-être pour prendre des décisions. Vous attendez quelque chose de cette réunion avec précision ? Oui, forcément, on attend qu'il y ait des plans qui soient mis en place, une aide. Il faut rappeler qu'effectivement, c'est un vrai fléau, qu'on a la chance, et il faut le souligner, d'avoir des nageurs sauveteurs de qualité sur les Alpes-Maritimes, le Var. Donc il faut pouvoir continuer et ne pas les mettre aussi en difficulté cet été. Une dernière question sur la formation. Alors évidemment, les professionnels, les membres de l'association, mais est-ce qu'aujourd'hui on enseigne suffisamment ? Pas forcément que dans les écoles, mais les gestes qui sauvent. Parce que j'ai l'impression que malgré le fait qu'on habite dans une région très concernée, on est peu à connaître les gestes de premier secours, l'attitude à adopter si un proche se noie ou quelqu'un à la plage. Alors, c'est un constat qui avait été fait notamment par la région Sud, qui avait lancé un grand plan pour permettre à plus de gens de se former aux gestes qui sauvent. Je pense qu'aussi la crise sanitaire a éveillé les consciences et nous, on ne peut qu'encourager les gens à venir faire des formations, ne serait-ce qu'un PSC1, mais pouvoir apprendre ces gestes qui sauvent et savoir comment intervenir. Ça peut effectivement sauver une vie. Donc c'est très important et peut-être que justement la réunion de Roxana, enfin de la ministre des Sports, pourra le dire, qu'il est important que les gens soient mieux formés au secourisme. Merci beaucoup en tout cas Aurélia Tardiva, directrice donc de la Fédération française de secourisme et de sauvetage pour l'antenne des Alpes-Maritimes, secourisme pour tous. Merci d'avoir été en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. Voilà, on en parle aussi là en début du mois de mars parce que bon, aujourd'hui c'était mauvais jour pour prendre cet exemple-là, mais s'il faisait pas beau, mais les températures recommencent à monter, l'accès aux plages est pas interdit, donc ça peut représenter déjà un problème dans les semaines qui vont arriver.
Bah oui, c'est certain. Et puis il y a un lien étroit, il y a une corrélation étroite entre l'inactivité en piscine pour les plus jeunes et malheureusement des drames qui peuvent se passer ou sur le littoral ou même dans des piscines privées, j'allais dire. Donc cette corrélation-là, elle a déjà été notée dans le temps. Donc évidemment, c'est un vrai signal d'alarme qu'il faut lancer ce soir. Bon, appeler évidemment à la prudence et puis espérer que cette réunion du 11 mars dont je parlais tout à l'heure autour de la ministre des Sports avec l'Agence nationale du sport débouche sur quelque chose, peut-être pas la réouverture des piscines publiques du jour au lendemain, mais en tout cas des protocoles qui puissent permettre à nos jeunes d'apprendre à nager et de passer des vacances tranquilles. La colère à présent des médecins généralistes. Depuis le 25 février, ils peuvent vacciner, sauf qu'ils n'ont pas de doses. Elles sont réservées aux pharmaciens. Tout ça vous est expliqué avec ce reportage à Nice tourné par Marie Justo. Depuis le 25 février, les médecins généralistes sont théoriquement autorisés à vacciner leurs patients contre la Covid-19. Pour cela, ils sont censés utiliser les doses AstraZeneca pour les 50-64 ans. Ce week-end, les généralistes ont accéléré le mouvement et se sont organisés. Sauf que cette semaine, impossible de commander les doses. La Direction générale de la santé les réserve aux pharmaciens. Que ça soit destiné aux pharmacies, à la limite, pourquoi pas. Ce qu'on veut, nous, c'est que les doses que l'on a commandées pour nous et qui correspondent à ce qui nous avait été promis les quantités soient tenues. Voilà. Ensuite, qu'il y ait éventuellement d'autres vecteurs ou d'autres canaux de vaccination. On est ici à Nice, la situation n'est pas facile. On comprend parfaitement. Les vaccinations sur les vaccinodromes sont très bien organisées, donc il n'y a aucun souci. Mais certains patients préfèrent être vaccinés par leur médecin traitant. Voilà, et c'est ce que l'on voulait, c'est ce qu'on a mis en place. Dans ce cabinet, 2 infirmières libérales pratiquaient des injections avec une consultation du médecin avant et après. Pour ce samedi, 22 patients ont des rendez-vous, mais pas sûr qu'ils puissent donc être vaccinés. La semaine prochaine, la question se pose, des patients ont déjà pris rendez-vous, on ne pourra peut-être pas les vacciner puisque ça va retomber sur les pharmacies et qu'on n'aura pas de dose. On est dans le doute encore de savoir si les officines vont faire tous les vaccins ou nous, donc on aura la réponse cette semaine. À savoir si le week-end prochain, le médecin et les infirmières libérales pourront vacciner. C'est des patients qui vont en pâtir parce qu'ils ont déjà pris rendez-vous pour samedi prochain et on va les rappeler pour leur dire que peut-être on ne pourra pas les vacciner parce qu'on n'a pas de dose. Donc c'est encore le patient qui en pâtit. En début de semaine, le député des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval, proposait que les vétérinaires puissent également vacciner. Mais pour cela, faut-il encore résoudre l'épineuse question de la gestion des stocks ? Voilà, Denis, parce que je parlais de Denis Caro pendant ce reportage. Éric, les médecins qui s'organisent, qui prennent des rendez-vous et qui disent à leurs patients, attendez, désolé... Là, on marche sur la tête totalement. Alors Jérôme Salomon a fait rétropédalage, mais bon... Oui, mais enfin, attendez, en fait, ce qu'on demande, c'est aux pharmaciens et aux médecins de gérer l'incurie du pouvoir central à avoir des doses suffisantes. Qu'est-ce qui se passe ? On demande aux pharmaciens de vacciner des gens, des patients, en retirant finalement le peu de doses qu'avaient les médecins. C'est ça, la circulaire dit, à partir de tel jour, les médecins ne vaccineront plus, vous êtes priés d'aller vous faire vacciner. Mais que disent les pharmaciens ? Ils n'ont pas de doses non plus. Donc en fait, on essaie de créer une espèce d'embrouillamini, passez-moi l'expression, entre des médecins dont c'est le métier de vacciner et des pharmaciens dont c'est plutôt le métier de vendre des médicaments, une embrouillamini entre les deux professions pour masquer, à mon sens, le manque de doses. Alors, que ce soit de la faute de l'Europe ou d'autres, peu importe. Mais là, on est en train de créer un problème là où il n'y en avait pas, avec des patients qui vont se précipiter dans les pharmacies et avec des pharmaciens qui vous disent nous, on a de quoi vacciner 10 personnes. Vous voyez ? Donc, comment est-ce que vous établissez une liste pour vacciner les gens ? Qui est prioritaire ? Enfin, ça devient, mais ça devient un peu n'importe quoi. Et puis, au moment où je vous parle de la responsabilité de l'Europe sur la commande des vaccins, il faut savoir que l'Italie, alors que le fameux Sputnik V, le vaccin russe, n'est pas encore homologué par les instances de santé européennes, se propose de produire elle-même, à partir des brevets, du vaccin russe sur son territoire. Donc on voit bien que l'Europe de la santé, qui n'existait déjà pas, est en train d'exploser littéralement parce qu'il y a eu une incurie majeure à commander des vaccins, que ce soit le Pfizer, l'AstraZeneca ou le Moderna. Et vous l'avez noté dans le reportage de Marie, le député des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval, vétérinaire lui-même, qui propose que la profession, elle aussi, vaccine. Les chirurgiens dentistes aussi se proposent. Alors c'est bien, mais comme on le disait, s'il n'y a pas de dose, ça risque d'être un peu... C'est-à-dire que vous voyez, on refile le mistigris aux professions médicales en disant allez-y, vaccinez tout. Ce problème, c'est qu'il n'y a pas de dose.
La médecine, justement, petit imbroglio, même plus sur les études de médecine qui ont été réformées et cette grosse inquiétude pour tous les étudiants de première année, les redoublants, qui pourront peut-être rester sur le carreau à la fin de l'année. Alors on va tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Yann Kervadec est avec nous, parent d'étudiantes et membre fondateur du collectif PASS LAS de Nice. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, PASS, hélas, c'est désormais les deux formations qu'on propose en première année de médecine. J'essaye de faire simple, hein. On a fait sauter le numerus clausus et en gros, on dit aux universités, eh bien, vous proposerez des places en deuxième année en fonction des places dont vous disposez. Sauf que du coup, eh bien, on va se retrouver avec un certain nombre d'étudiants, à peu près 900 pour le cas de la faculté de Nice, des étudiants qui, s'ils ne réussissent pas l'examen, eh bien, seront priés de prendre la porte. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ce qui est clair, c'est que si je vous dis aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous donne 40 € et que l'année prochaine, votre frère c'est son anniversaire, je lui en donne 70, vous trouverez forcément que ce n'est pas équitable. Et c'est ce qui se passe cette année, puisque le ministère a choisi finalement de rétropédaler par rapport à ce que le décret demandait, c'est-à-dire qu'il a priorisé de façon équitable les redoublants pour qu'ils aient le même nombre de places que les redoublants avaient, le même nombre de taux de réussite que les redoublants avaient les années précédentes, et finalement il a demandé à l'université de donner les places qui restaient aux primants. Donc cette année, les primants ne peuvent compter que sur 40% des places, alors qu'ils en auront 70 l'année prochaine, les primants qui vont rentrer là au mois de septembre. Alors, selon les calculs, en gros, on a 1200 étudiants à peu près en première année, plus 400 redoublants, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et en gros, l'année prochaine, il y a 200 places disponibles. Mais est-ce que les gens qui vont se retrouver, si vous me passez l'expression, recalés, pourront redoubler ou avec la réforme, on ne peut plus redoubler? Mais non. C'est là où le ministère mélange des carottes et des navets, si je peux dire, puisque ça a été leur expression. Mais ils accordent aux redoublants un taux de réussite qu'ils disent être la moyenne sur les 3 dernières années, sur des taux de réussite de redoublants. Et ils veulent accorder aux primants de cette année le taux de réussite des primants des 3 dernières années. Sauf que les primants cette année n'ont plus le droit de redoubler. Et c'est là où est le problème, c'est que, bien entendu, ils n'auront jamais le taux de réussite que pouvaient avoir les étudiants dans la précédente version des études. Donc pas de deuxième chance pour eux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement et quelle est la position également de la fac de médecine de Nice? Est-ce qu'elle est dans le combat avec vous? Parce que c'est un combat aussi avec le gouvernement. Alors nous avons échangé avec Monsieur le Président Brice Walter de l'université, mais on leur a demandé, comme dans toutes les facultés, aujourd'hui toutes les universités de France, on leur a demandé de mettre en place une réforme sans leur en donner les moyens. Et donc le décret prévoyait qu'on augmente les capacités d'accueil en signant notamment des conventions avec les hôpitaux périphériques, avec les cliniques privées pour pouvoir absorber cette année un nombre supplémentaire d'étudiants pour cette année de transition. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse, on ne sait pas si ces conventions ont été signées. On nous répond qu'il n'y a pas assez d'encadrants et de maîtres de stage si on augmente le nombre de places. Et donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Les étudiants ne savent toujours pas vers quoi... le 9 mars, donc on se rapproche quand même dangereusement de la fin de l'année. Éric. Oui, juste Yann Kervadec, ce qui est en plus absolument incroyable dans cette situation et globalement dans le pays, c'est qu'on fait face à des déserts médicaux où on manque à peu près partout, ou presque, et notamment en région de médecins. Et là, on a une réforme qui donne le sentiment de couper le nombre de médecins qui pourraient exercer ou qui pourraient finir correctement leurs études. C'est quand même absolument incroyable.
Tout à fait. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'il y a quelques mois encore, on applaudissait le personnel de santé et le ministère tient un discours qui donne envie qui pense qu'il souhaite soutenir les hôpitaux, le personnel de santé, mais dans les faits, ils ne mettent pas les moyens pour former ce personnel. Et finalement, une partie de ces étudiants de cette année vont devoir aller se former à l'étranger, vont partir en Espagne, en Roumanie. Ouais. Et à côté de ça, la France fait venir des médecins formés à l'étranger pour pallier au manque de médecins sur le territoire. Et il y a des déserts médicaux partout en France, que ce soit dans l'arrière-pays niçois, ou en Creuse et dans toute la France. Et donc, on a besoin de médecins et on le voit bien avec cette crise sanitaire. Nos revendications aujourd'hui par rapport aux chiffres qu'ont proposé l'université ne sont pas exagérées, puisque aujourd'hui, on demande 40 places supplémentaires pour l'université de Nice. 40 places, c'est pour 2 départements, pour le Var et les Alpes-Maritimes. Il est étonnant quand même qu'on ne puisse pas faire l'effort de former ces 40 étudiants supplémentaires qui permettraient de pallier donc, à tous ces médecins qui attendent également de prendre leur retraite, puisqu'il faut savoir que 60% des médecins sont en âge de prendre leur retraite aujourd'hui. Alors, j'ai sous les yeux la lettre envoyée par Éric Pauget, un député des Alpes-Maritimes, au président de l'université. Lui, il calcule qu'il n'y aura que 178 places proposées pour 1274 étudiants. Le problème reste le même. Ma question n'est pas là. Il y a unanimité chez les parlementaires des Alpes-Maritimes, députés et sénateurs qui vous suivent et qui se mobilisent. Est-ce que vous espérez que ça va faire changer les choses ? Alors, depuis le mois d'octobre, le député Éric Ciotti avait déjà écrit à la ministre, qui avait répondu 125 places pour les primants donc, cette année. Aujourd'hui, on en arrive apparemment à 178 places, mais pour médecine. On attend le nombre de places pour les autres filières de dentaire, sage-femme, kiné, pharmacie. Mais pour le moment, nous n'avons toujours pas de réponse. Et les parlementaires qui ont sollicité, interpellé la ministre, pour l'instant, n'ont pas eu de réponse écrite. Et normalement, les chiffres doivent sortir très prochainement. On espère être entendus, sinon on poursuivra des actions et on tâchera de se faire entendre. Merci beaucoup Yann Kervadec, parent d'étudiante et membre fondateur du collectif PASLAS à Nice. Vous êtes mobilisé depuis de longues semaines et de longs mois d'ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Ce qui est fou, Eric, et là c'est le citoyen qui parle, c'est que le numerus clausus, on l'avait fait sauter justement pour lutter contre les déserts médicaux. Et en réalité, maintenant, on appelle ça, c'est un numerus apertus, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, numerus apertus, avec liberté laissée aux universités, mais enfin, en tout cas pour cette première année, c'est pire. Bah oui, c'est ce que vient de nous expliquer Yann Kervadec. C'est vrai que ça semble complètement paradoxal et incohérent. Espérons que l'université donnera une réponse rapide, parce que vous rappeliez la date, ça approche. On est le 9 mars, la première année se termine bientôt, donc évidemment on va suivre ça de près. Avant de passer à la suite de ce grand direct et à nos prochains reportages, Eric, alors vous allez faire une petite infidélité, je crois, au club sportif de notre région dans votre édito, mais c'est pour la bonne cause. Oui, parce que je sais que vous aimez le football et tous ceux qui nous regardent suivent, pour ceux qui aiment le football, ou l'OM, ou l'AS Monaco, ou l'OGC Nice. Ouais, mais l'OM, c'est un peu plus compliqué. Et il y a une initiative qui vient d'être prise, qui est tout à fait intéressante, par aucun de ces 3 clubs, mais par l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, qui est le seul club de football à être coté en bourse. Il faut savoir qu'en Europe, il y a à peu près 22 clubs qui sont cotés en bourse. Et que vient de faire l'Olympique
l'Olympique lyonnais. Eh bien, l'Olympique lyonnais vient de décider de baisser le salaire de ses joueurs et joueuses professionnelles de 5 à 25%. Et en contrepartie de cette baisse de salaire, qui toucherait aujourd'hui, dit le communiqué du groupe olympique lyonnais, 50% des effectifs, en contrepartie, eh bien, Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, propose des actions du club olympique lyonnais. J'y vois 3 avantages pour l'Olympique lyonnais. D'abord, évidemment, ça fait baisser la masse salariale qui est exorbitante dans les clubs de football et qui sont par définition des dépenses incompressibles. Donc là, c'est un bon point. Deuxième bon point, normalement, l'action d'une société, lorsqu'on l'a en poche, on fait tout pour que la société marche le mieux possible parce qu'évidemment, la valeur de l'action va s'apprécier. Donc les joueurs et les joueuses sur le terrain vont avoir plus que jamais intérêt à gagner des matchs pour faire monter l'action. Et puis, autre bon point, ça booste l'action. Je regardais ce soir, l'action de l'Olympique lyonnais a gagné jusqu'à 3% en séance sur cette décision. Alors vous allez me dire, il y a des clubs qui sont en immense difficulté. Par exemple, le Barça qui affronte demain le PSG serait au bord de la faillite. On parle d'un déficit de 900 millions d'euros pour le Barça de Messi. Reste évidemment que seuls les clubs qui sont cotés en bourse peuvent échanger des baisses de salaire contre des actions du club. Ça concerne, je vous le disais, 22 clubs en Europe. Alors ça concerne bien sûr l'Italie, le Portugal, le Danemark, la Turquie, mais pas la Grande-Bretagne, parce que la plupart des clubs anglais ont été rachetés par des magnats russes ou des pays de l'Est très riches, et donc on fait sortir le capital de ces clubs de la bourse. Mais en tout cas, c'est un chemin. Alors je ne dis pas que l'OL est original et innovant, je fais attention à ce que je dis, évidemment, dans le sud, mais en tout cas, c'est assez astucieux de la part de Jean-Michel Aulas. Il est toujours astucieux, Jean-Michel Aulas. De toute façon, ça, on peut lui reconnaître quand même. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Et on parlera de l'OM, le seul vrai olympique de France, dans la deuxième partie de ce grand direct. On a quelques reportages à vous montrer avant d'évoquer le combat de Sylvain Roy pour son fils qu'il tente de récupérer. Son fils qui est avec sa maman en Ouzbékistan et il n'a plus de contact depuis 5 ans. Vous voyez la photo de Sylvain et de son fils. Il sera avec nous dans une dizaine de minutes maintenant pour nous raconter son histoire. Avant cela, la Covid-19, les restaurants sont fermés, sauf un dans les Alpes-Maritimes, à Sophia-Antipolis. Vous le voyez, les clients peuvent s'attabler, c'est légal. Le préfet a donné son autorisation et c'est Marie Justo qui vous explique pourquoi. C'est une image loin d'être banale. En 2021, 2 personnes attablées et pourtant en toute légalité. Ces 2 électriciens de la société Montelec vont pouvoir savourer un déjeuner à table et retrouver le temps d'un repas, une vie normale. Les linguines bolognaises. Parfait, merci. Ça fait plaisir, on retrouve un confort qu'on avait perdu, donc ouais, c'est agréable, c'est agréable. Et avant, on était le chantier le matin, après-midi et le midi. Là, on fait une coupure, ça permet de penser de faire autre chose et de repasser un moment ensemble. Avant, on était plus rassemblés comme on va l'être aujourd'hui, malgré la distance. Un par table, c'est le prix à payer pour déjeuner au Green 2.0. Les gestes barrières sont évidemment plus que respectés. Ce restaurant à Sophia-Antipolis propose depuis 2 jours de servir les salariés du BTP. Nous avons signé un partenariat, une convention avec leur entreprise et on peut les accueillir par ce moyen-là. Donc ils sont servis à table, ils retrouvent une salle chaude pour manger au chaud. C'est vraiment différent, c'est un vrai plaisir, c'est vraiment autre chose, quoi. Et on garde le contact avec nos clients, mais là on retrouve vraiment le goût du service, ce qu'on aime. Le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l'ouverture de certains restaurants pour accueillir les ouvriers dont les conditions de travail sont souvent rudes. L'UMI 06, la fédération du BTP 06 et la CCI sont chargés de l'organisation. D'où ma question un peu malicieuse, mon cher Eric. Il faut me donner l'adresse. Ah oui, mais vous n'êtes pas salarié du BTP non, je peux peut-être le devenir. Oui, mais en tout cas, la question qui s'impose, c'est alors pourquoi on ne propose pas un protocole de ce type-là dans les restaurants grand public? C'est une très bonne question qu'il faudra poser au préfet peut-être, mais c'est une très bonne question parce que même avec des jauges beaucoup moins importantes, même si c'est que 10 couverts dans des salles qui pourraient en contenir, je sais pas, 40 ou 50, ça permettrait aux gens de revenir, aux cuisiniers, aux chefs cuisiniers de recuisiner
dîner, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors moi, comme je suis un optimiste désespéré, je me dis c'est peut-être le début de quelque chose, peut-être que c'est une façon de rouvrir progressivement, je n'en sais rien. Peut-être que d'autres restaurants vont avoir le droit d'accueillir des salariés ou des gens qui ont besoin de déjeuner sur place. On essaiera d'aller un petit peu plus loin tout à l'heure avec Denis Carreau, puisqu'on va reparler de ce restaurant. Peut-être que lui aussi a des informations sur la suite des événements. Les saisonniers, le commissariat, les saisonniers, je suis trop loin dans le conducteur. Le commissariat dont nous parlions hier dans le quartier La Beaucaire à Toulon, cette balle qui a traversé les murs et qui a frôlé un agent qui travaillait là, on était avec Julien Ventre du syndicat SGP Police. Et bien aujourd'hui, le directeur départemental de la Sûreté publique du Var s'est rendu sur place. Et Thomas Bernabé était également là-bas. La tension est montée d'un cran dans le quartier de La Beaucaire à Toulon. Hier matin, une balle a traversé le montant d'une fenêtre du commissariat pour aller se loger dans un mur. Si aucun blessé n'est à déplorer, un agent des forces de l'ordre a évité de peu le projectile. Il a été hospitalisé dans la foulée et est depuis rentré chez lui. Pour le directeur départemental de la sécurité, cet acte est synonyme d'intimidation. De toute évidence, il s'agit d'une intimidation. Quand on tire sur un commissariat, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, effectivement, il y a une intimidation qui est réelle. Vous ne pourra pas échapper que nous sommes dans un quartier qui est compliqué aussi, avec un certain nombre de points de deal. Et donc notre présence doit gêner énormément. Donc on peut penser que ça fait partie de cette vengeance, si vous me permettez l'expression, de certains fauteurs de troubles du quartier. Si le pire a cette fois-ci été évité, les forces de l'ordre sont confrontées chaque jour à des phénomènes de violence qui tendent même à se multiplier. Le caillassage, le tir de mortier, les feux d'artifice tirés à plus tendu, voilà, toutes ces choses, c'est le quotidien des fonctionnaires qui sont dans ces quartiers. Donc escalade, oui, ça fait partie bien sûr d'éléments beaucoup plus importants, beaucoup plus difficiles à gérer, parce que je vous rappelle quand même que nous avons dans le commissariat des fonctionnaires de police, bien sûr, mais nous recevons également des plaignants, nous recevons également des auteurs d'infractions qui sont là et qui sont entendus en tant qu'auteurs. Voilà. Donc effectivement, oui, il y a une augmentation de cette délinquance et on va petit à petit, on monte crescendo dans ces difficultés que nous rencontrons au quotidien dans des quartiers un petit peu compliqués comme celui-ci. Le commissariat de La Beaucaire a reçu des renforts d'effectifs hier après-midi et devrait procéder à des aménagements au sein du commissariat pour éviter que ce genre de phénomène ne se reproduise. Voilà la réponse de l'État, du directeur départemental de la sécurité publique. On était préoccupés hier, c'est toujours le cas j'imagine, Éric, de ce tir dont on ne connaît toujours pas l'origine. Non, on va attendre les conclusions de l'enquête. Alors j'entends ce qu'a dit le directeur de la police, le directeur départemental de la police, et qu'il imagine que ce sont des gens qui aimeraient bien voir ce commissariat disparaître de l'endroit où il est, des fauteurs de troubles, des voyous qui par vengeance s'en prendraient à un commissariat. Bon, j'espère que l'enquête va progresser vite et qu'on va retrouver le ou les coupables, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'en prendre impudemment aux forces de l'ordre de cette façon ou de quelconque manière que ce soit d'ailleurs. Nous en venons donc maintenant au combat de Sylvain Roy, azuréen installé à Bonson, petit village des Alpes-Maritimes. Bonsoir, merci d'être avec nous, Sylvain, en direct ce soir. Je l'ai dit dans le sommaire et puis à divers moments dans ce grand direct, vous vous battez pour revoir votre fils qui est actuellement en Ouzbékistan. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Ça sera toujours mieux que vous nous la racontiez vous plutôt que j'essaie de la résumer. Alors oui, effectivement, mon fils est détenu en Ouzbékistan depuis mai 2017. On peut dire qu'il est retenu contre sa volonté dans la mesure où il a été enlevé à l'âge de 19 mois. Mon fils donc s'appelle Arslan Sylvain André Roy et pour pouvoir sortir, pour que mon ex-femme puisse le sortir du territoire français, avec l'aide de la complicité, avec la complicité de l'ancienne consul d'Ouzbékistan, ils lui ont changé son nom et son identité, sa nationalité. À présent, il s'appelle d'une autre manière et il est ouzbek. Alors, ça pose un vrai problème juridique parce que, raconté comme ça, on imagine mal les solutions dont vous disposez. Vous vous êtes marié donc avec cette femme de nationalité ouzbek en 2014. Elle demande le divorce en 2017 et c'est là où elle part. Aujourd'hui, vous n'avez plus vu votre fils depuis 5 ans.
Alors, je le vois de temps en temps. Quand je me rends dans le pays, elle me permet de le voir sous certaines conditions. Je le vois aussi de temps en temps en visio via les médias, mais vous pouvez imaginer que nos contacts sont pas qualitatifs. Comment peut-on élever un enfant dans une distance telle? Mon fils aimerait me voir, mais sa mère l'empêche de me voir. Mon fils étant français, il pourrait bénéficier d'un enseignement, aller à l'école française donc de Tachkent. Le consul de France en Ouzbékistan me l'a dit, me l'a proposé, mais vous voyez, sa mère l'empêche de pouvoir accéder à sa culture et à une bien meilleure éducation que celle que l'on peut avoir en Ouzbékistan. Alors votre avocat, maître Gérard Baudou, a déposé une plainte, ainsi que vous bien sûr, une plainte pour faux, usage de faux, soustraction d'enfants. Donc du coup, vous avez acquis la certitude, et j'imagine que vous disposez d'éléments, de la complicité, en tout cas d'une personne, alors vous dites directement le ou la consul, mais d'une personne donc au consul d'Ouzbékistan qui a fait un faux. Exactement, donc on a pour preuve un acte de naissance dont le nom a été changé. Il ne s'appelle plus Arslan Sylvain André Roy, mais porte un autre nom et il est de nationalité ouzbek. Et ce faux acte de naissance est signé du nom de l'ancienne consul. Donc, agissant ainsi, elle a émis sciemment un faux document avec l'intention de permettre à la mère de l'enfant de le sortir du territoire français malgré une interdiction de sortie du territoire. C'est comme ça qu'ils ont pu passer la douane française. Sylvain, évidemment, on partage votre souffrance, mais comment est-ce que vous voyez la suite des événements ? Bon, on peut se dire dans quelques années, mais c'est très très loin, évidemment. Quand il sera majeur, il pourra aller et venir comme il le souhaite. Quelles sont les étapes, la procédure maintenant qui est enclenchée, et comment espérez-vous avoir gain de cause ? Eh bien, écoutez, pour faire simple, imaginez qu'il est possible de venir en France, de kidnapper un enfant, d'aller dans un consulat d'un pays, de lui changer son identité, de passer la frontière française. Qu'est-ce que l'État français va faire contre ça ? C'est la question que je pose à notre gouvernement. J'ai demandé... Le Quai d'Orsay est saisi. Le Quai d'Orsay est saisi de cette affaire ? Ah bien sûr, tout le monde est au courant. Le ministère de la Justice est au courant que la consul a fourni un faux document. Aucune réaction. Quelle est la position du consulat français en Ouzbékistan ? Est-ce qu'ils vous soutiennent ? Dans la mesure du possible, effectivement, ils me soutiennent, ils sont à mon écoute. Le consul a fait son possible. Il a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec la mère, mais cette dernière ne refuse tout contact. Donc après, l'ambassade de France ne peut agir qu'en fonction des directives du ministère. Une question, pourquoi on a autorisé votre femme à partir, parce que, alors c'est une question de novice, mais elle a une autre nationalité, on aurait pu suspecter, ou en tout cas la justice aurait pu dire on vous empêche de quitter le territoire tant que la procédure de divorce n'est pas réglée. Alors, ils ont pu sortir du territoire français parce que justement, l'enfant ne portait pas un nom, portait le nom de la mère. Il ne portait pas le nom du père. Merci beaucoup. Avec de faux documents, vous pouvez sortir, excusez-moi. Non, pas de souci. C'est bien que vous ayez précisé. Merci à vous. En tout cas, au courant, Sylvain. On va suivre évidemment l'avancée du dossier. Vous êtes entre les mains d'un très bon avocat à Nice, en la personne de Gérard Baudou. Et effectivement, on attend aussi la position de l'État français. C'est un peu le but aussi de la médiatisation de ce combat, parce que ça passera par la voie diplomatique a priori. Absolument. Et vous savez, donc, on m'a aussi proposé les services d'une avocate de Marseille, Émilie Berthoud, spécialisée dans la conciliation, qui a écrit une lettre au président de l'Ouzbékistan, une lettre qui a été traduite
en ouzbek et qui a donc demandé, au regard de la violation des conventions internationales, puisque la mère de mon fils a violé pas moins de 5 articles de la Convention internationale des droits de l'enfant. La consul, en agissant ainsi, en a violé 3, sans compter les lois françaises. Donc, cette avocate a aussi demandé au président de l'Ouzbékistan d'agir et de faire en sorte que l'enfant nous soit retourné. Bon, du fait qu'il n'y a eu aucune réaction, on m'a conseillé de prendre effectivement un excellent avocat du barreau de Nice, donc Maître Boudou. Juste Sylvain, dernière question, si vous le permettez. On comprend évidemment que cette falsification est totalement injuste, contraire à toutes les règles et à toutes les lois. Mais un enfant a aussi besoin de sa mère. Comment est-ce que vous envisageriez, si votre fils vous était rendu, qu'il soit séparé alors, de sa maman ? Alors effectivement, c'est une situation difficile. Maintenant, si on vous offre la possibilité de grandir dans un pays tel que la France, avec ce que ça représente en avancée sociale, ou dans un pays en voie de développement où des enfants vivent dans la rue parce que c'est un pays qui se reconstruit, le choix est vite vu. La mère a la possibilité de venir en France. Pendant ces 4 années, il y a eu des médiations de mise en place. On n'a pas eu pas moins de 2 médiateurs. La mère n'a jamais saisi cette opportunité de revenir en France. Alors, je ne sais pour quelle raison. Je tiens à souligner que je ne connais pas réellement la raison pour laquelle elle a quitté la France, pour laquelle elle a fait ce choix de kidnapper un enfant, de le retirer de son père, de le retirer d'un pays comme la France, avec ses avantages. Il faut vraiment en prendre conscience. C'est d'une certaine manière de la violence, de la maltraitance. Merci beaucoup Sylvain Roy depuis Bonson, donc dans les Alpes-Maritimes, ce combat pour votre fils qui est actuellement en Ouzbékistan. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Évidemment, c'est toujours poignant ce genre de témoignage. Oui, bien sûr. On comprend évidemment ce que je disais, la désespérance de Sylvain. On a du mal à imaginer d'ailleurs qu'on puisse falsifier aussi facilement des documents, surtout quand on est en instance de divorce. En général, les polices des airs et des frontières sont assez regardantes, notamment sur les plus jeunes enfants et sur leur passeport. Bon, on suivra cette affaire, mais ce qui me rassure quand même, c'est que le Quai d'Orsay étant saisi, je crois qu'il y a un ambassadeur à Tachkent, dans la capitale de l'Ouzbékistan. Peut-être que ce dossier va fonctionner, mais avec le petit bémol que je mettais, c'est qu'un enfant, c'est vrai que c'est une question. Il n'y est pour rien si ses parents sont séparés, et s'il y en a un qui habite en France et un autre très très loin de la France, et de la même manière, il aurait besoin. Alors c'est compliqué une garde alternée ou partagée à autant de distance et de kilomètres. Mais espérons que ça se terminera bien, surtout pour l'enfant. On en revient légèrement à la crise de la Covid-19 et à son impact sur les emplois en région sud, notamment pour les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. À Antibes, le salon qui leur est dédié chaque année était cette année 100% numérique, avec une problématique. Est-ce que les hôtels, les restaurants vont pouvoir employer? Alexis Ricard. Crise Covid oblige, le salon Emploi Tourisme et Job d'été passe du fort carré d'Antibes au tout numérique. La formule reste cependant la même, une plateforme informatique réunit les offres d'emploi et les postulants. Alors aujourd'hui, nous avons, je préfère parler en poste parce que ça parle aux gens, nous avons 600 postes qui sont proposés sur ce salon. Nous avons une 31 entreprises, établissements ou collectivités qui sont présents sur le salon, virtuellement bien entendu, mais qui ont répondu à cet appel. Voilà, donc, et aujourd'hui, on vient de le voir à l'instant, on a plus de 600 CV qui ont été déposés. Le salon s'adresse à une grande diversité de profils, des plus jeunes aux plus expérimentés. J'ai insisté aussi sur le fait qu'il y a des emplois qui étaient destinés à des personnes qui n'avaient pas d'expérience. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'accès à des secteurs, comme on vient de le voir, peut être possible pour des personnes sans expérience, alors que c'est la saison et qu'on cherche des gens opérationnels immédiatement. Je pense qu'il ne faut pas croire que ça s'adresse qu'aux jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ateliers d'ailleurs qui sont dispensés par les uns et les autres, mais dont Pôle emploi, pour justement sensibiliser dans la recherche d'emploi un demandeur d'emploi
à tout ce qui est outils numériques, utilisation des réseaux sociaux, etc. Donc je pense qu'on va de plus en plus vers un accès plus facile pour les personnes, je dirais, quel que soit l'âge. Grand pourvoyeur d'emplois saisonniers, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration attend maintenant de la visibilité sur les prochaines semaines et une éventuelle réouverture afin d'affiner ses besoins en emplois saisonniers. On a besoin d'un calendrier pour pouvoir mettre en route nos entreprises. C'est pas un interrupteur. Une entreprise, un restaurant, on n'éteint pas la lumière. Bon, aujourd'hui, on a besoin d'un calendrier. Fini, comme j'ai dit tout à l'heure, le stop and go. Il nous faut aujourd'hui, peu importe la date, mais il faut qu'on nous dise, ça sera début mai, ça sera le mi-avril, on ouvre. Et à ce moment-là, nous, on va se préparer. Le salon est ouvert aux plus de 18 ans sur le site de Pôle emploi jusqu'au 26 mars prochain. Les entretiens, quant à eux, commencent mercredi. Vous vous souvenez, on se posait cette question il y a quelques semaines pour les stations de ski. La saison d'hiver n'est pas encore terminée, qu'on se la pose déjà pour la saison d'été qui arrive avec les mêmes problématiques. Oui, avec les mêmes problématiques. Bon, c'est très rassurant de voir qu'il y a des offres d'emploi. Il faut savoir qu'il y a un chiffre qui est tombé au niveau national. On s'attendait à 600 000 pertes d'emplois sur l'ensemble du pays en 2020. Finalement, le chiffre n'est que de 300 000. Au second confinement, le moins dur, en octobre-novembre, l'économie française n'a perdu que 20 000 postes. Donc en fait, on voit que l'économie française est extrêmement résiliente malgré tout. Et pour l'année 2021, les prévisions de croissance sont revues à la hausse, puisque le Bercy, le ministère des Finances, a cité ce chiffre de 5% de croissance en 2021, toutes choses étant égales par ailleurs, mais ce sont quand même des bonnes nouvelles, même si 300 000 emplois ont été détruits en 2020. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on parlait de l'avenir du site de Lumini, de la piscine de Lumini fermée en 2009 et qui est devenue une friche abandonnée. Vous le voyez sur ces images, des déchets qui s'amoncellent. La mairie de Marseille a décidé d'un grand nettoyage de presque printemps. Reportage de Cindy Chevaux. Voilà 12 ans qu'elle est abandonnée. La piscine de Lumini fait l'objet d'une vaste opération de nettoyage organisée par la mairie de Marseille. Face à l'urgence, la ville a décidé d'en finir avec les décharges à ciel ouvert. On retrouve des dépôts de professionnels indélicats, parfois un peu de dépôts également de particuliers qui ont fait des travaux et qui ont trouvé qu'au lieu d'aller aux déchetteries qui sont gratuites pour les particuliers, payantes pour les professionnels, c'est beaucoup plus pratique de déverser dans nos espaces naturels. Et aujourd'hui, nous disons stop. La ville de Marseille ne tolérera plus les décharges sauvages. Si depuis des mois, laine de verre, gravats et autres détritus s'entassent dans le parc national des Calanques, ces dernières semaines, un monticule de pneus sur plusieurs mètres de haut s'est accumulé. Plus insolite encore, une cuve encore pleine d'huile de vidange. L'association Clean My Calanques tire la sonnette d'alarme. Les gens, ça les a énormément frustrés de voir cet endroit sale comme ça. Donc quand ils vont voir ce qui se passe, pareil, les Marseillais vont être assez satisfaits, quoi. Au moins la ville se rend compte qu'il y a des gens à Marseille, la plupart qui en ont marre et qui veulent changer les choses. C'est fou le pouvoir que peut avoir un réseau social quand on l'utilise à bon escient. Pelles et engins ont ramassé plusieurs tonnes de détritus provenant de particuliers, mais aussi d'entreprises. Une opération qui nécessite plusieurs milliers d'euros, alors que d'autres alternatives sont mises à disposition. Aller sur des plateformes de tri, il y a 2 plateformes pour les professionnels à Marseille, Egalade et La Millière. Il y a également une plateforme payante qui est l'Exutoire à Septem. Si les particuliers font pression sur leurs professionnels en exigeant de savoir si ce sont des entreprises raisonnables, respectueuses, c'est comme ça que nous arriverons peut-être à améliorer ou tout au moins à faire disparaître ces décharges sauvages. La mairie de Marseille souhaite également mettre en place une véritable police de l'environnement, un moyen efficace de remonter ainsi jusqu'aux auteurs. Pour rappel, l'amende pour dépôt sauvage de déchets peut aller jusqu'à 1 500 €. Voilà, on le répète assez souvent, mais c'est interdit. C'est interdit, et puis peut-être que, puisqu'on parle de police de l'environnement, peut-être que la police peut mener aussi certaines enquêtes, parce que la cuve avec les huiles de vidange qui sont à l'intérieur, ça appartient peut-être à un garage. Il y a peut-être des pistes à regarder et à voir quel garage ou quel professionnel a déposé ces dizaines de litres d'huile de vidange, et peut-être, lui coller une amende ou une partie des frais engagés pour remettre en état le site quand même. Et dans le Var, ça avait coûté la vie au maire de Signes il y a quelques mois. Excusez-moi, je m'étouffe. Bonsoir Denis Caro, merci d'être avec nous ce soir en direct. Je vais vous donner la parole rapidement.
Alors, est-ce qu'on se dirige vers un confinement ou pas ce week-end dans les Alpes-Maritimes? C'est la grande question. Le préfet n'a pas encore tranché. Non, le suspense demeure et effectivement, c'est la question que tout le monde se pose avec un ras-le-bol qui est très perceptible partout. On voit qu'il y a des signes qui sont plutôt encourageants. Le taux d'incidence du virus est en baisse, le taux de positivité est stable. En revanche, le taux d'occupation des lits en réanimation continue à augmenter. On imagine que la décision ne sera pas facile pour le préfet des Alpes-Maritimes, d'autant que désormais l'ensemble des élus sont en phase. Certains, en tout cas même beaucoup, étaient opposés au confinement, notamment à l'ouest du département. Ils le sont toujours, et on publie demain l'interview de Jean Leonetti qui nous explique que ce confinement, c'est une aberration. Évolution depuis quelques jours, Christian Estrosi n'est pas favorable et en tout cas estime qu'on ne doit pas aller vers un troisième confinement. Est-ce que c'est un signe? C'est possible. Christian Estrosi souhaite que les Niçois retrouvent davantage de liberté. La réponse appartient aux représentants de l'État, donc on attend tous la réponse et la décision du préfet. Oui, Denis, avec un peu de provocation, alors on n'est pas des spécialistes, on le dit souvent avec Nicolas, on n'est pas des infectiologues, on n'est pas des médecins, on n'est pas des chercheurs, mais, je vous confirme. Mais ce taux d'incidence qui baisse quand même, après juste 2 week-ends confinés, est-ce qu'on peut faire croire aux mares alpins que c'est grâce à ces 2 week-ends que tout à coup, comme par enchantement, par un coup de baguette magique, la situation s'est améliorée? C'est très difficile de leur faire croire. Et d'ailleurs, et pour conforter vos propos, Eric, on publie demain l'interview du professeur Carles, qui est le chef de l'infectiologie au CHU de Nice, et qui nous explique que, d'après lui, le confinement n'a pas d'incidence sur la progression du virus, qu'au contraire, le couvre-feu provoque des concentrations de population qui sont plutôt contre-productives. Et c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer qu'on va pouvoir déduire qu'après 2 week-ends de confinement partiel, la situation s'est améliorée. Oui, parce que tout le monde a beaucoup de doutes à ce sujet. Oui, parce que Denis, il y a un point quand même fort sur lequel on peut tous être d'accord, c'est qu'il a fait plutôt beau et plutôt chaud les 2 derniers week-ends confinés dans les Alpes-Maritimes. Et si finalement ce virus se comportait un peu comme les virus grippaux classiques, c'est-à-dire qu'ils étaient saisonniers, vous voyez, c'est une question de bon sens. Alors, qu'ils soient saisonniers, les avis ne sont pas totalement tranchés. En revanche, que la température ait une influence sur la propagation du virus, les professionnels s'accordent à le reconnaître. Il y a aussi un autre phénomène et qui commence qui était marginal et qui l'est de moins en moins, c'est la progression et l'accélération des campagnes de vaccination. Alors même s'il n'y a encore pas assez de personnes vaccinées, il y en a de plus en plus. Et le gros coup d'accélérateur de ce week-end, on le rappelle, plus de 13 000 personnes vaccinées dans la métropole niçoise, ça contribue forcément aussi à ralentir la propagation du virus. Alors Denis, autre sujet, on en a parlé tout à l'heure avec un reportage de Marie Justo, ce restaurant qui a ouvert ses portes pour les professionnels du BTP. Est-ce que ça pourrait pas être là aussi, on le disait, une piste avec le protocole mis en place pour la réouverture des restaurants dont on n'a toujours aucune idée de la date? Alors, je ne sais pas si c'est une piste, mais en tout cas, c'est un espoir. On peut imaginer qu'effectivement, comme ça se passe dans d'autres pays, les restaurants pourraient ouvrir le midi pour les gens qui travaillent. C'est ce qui se passe désormais à Monaco. C'est ce qui se passe à certains endroits ailleurs en Europe. Mais au-delà de ça, et c'est aussi la question qu'on pose demain dans Nice Matin, c'est à quel moment peut-on espérer voir le bout du tunnel? On constate depuis quelques jours que certains hôteliers, certains restaurateurs même annoncent d'ores et déjà leur réouverture en avril ou en mai. Il y a des dates qui tournent. Emmanuel Macron avait parlé la semaine dernière d'une échéance de 4 à 6 semaines. Gabriel Attal, lui, a fixé un cap à mi-avril. Donc on voit que entre mi-avril, début mai, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. En tout cas, on a tous envie d'y croire.
Merci beaucoup Denis, tout ça est à lire bien sûr demain dans les colonnes de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin, dont vous dirigez les rédactions à la semaine prochaine. Alors on a deux petits sujets, je pense, le temps de passer deux petits sujets avant la fin de ce grand direct. Le premier, Olympique de Marseille, présentation du nouvel entraîneur, l'homme au tatouage. L'homme au tatouage, Jorge Sampaoli. On va voir s'il avait des manches longues ou des manches courtes lors de sa présentation. En tout cas, Valentin Rodriguez, qui lui n'est pas tatoué, y était. Après 6 jours d'isolement, Jorge Sampaoli a enfin été présenté à la presse en présence du président Pablo Longoria. L'Argentin, qui a pris les rênes de l'équipe ce lundi, a expliqué pourquoi il a choisi l'OM. L'élection de l'OM. J'ai choisi l'OM pour beaucoup de raisons. Déjà, c'est un club que je connais depuis longtemps. Je l'ai choisi pour la culture de la ville, la culture des gens. Ici, il y a une identification populaire à la façon dont je vis les émotions. J'ai ressenti une joie immense d'être invité à participer à ce projet. Le coach de 60 ans, passé par la sélection du Chili et de l'Argentine, arrive avec 4 personnes dans le staff, en plus de Pancho Abardonado et Laurent Spinozzi déjà au club. L'Argentin, réputé pour son jeu offensif, veut redorer l'image de l'OM. À court terme, mon objectif est d'essayer de mettre en place une philosophie de jeu, au-delà de la crise de résultats actuels. Il faut revenir aux fondamentaux, le rythme, l'envie, et que chaque joueur dans ce groupe sache qu'il a une chance de porter ce maillot. On a commencé à proposer des outils pour que l'équipe sorte de cette période difficile. Sampaoli devient le deuxième Argentin à entraîner le club olympien. Derrière Marcelo Bielsa, devenu une icône dans la cité phocéenne, Sampaoli le considère comme l'un de ses modèles. Marcelo Bielsa, para muchos entrenadores, ha sido una referencia. Marcelo Bielsa, pour beaucoup d'entraîneurs, est une référence. Et pour moi, particulièrement. J'ai suivi chacune de ses équipes. Je me sens proche de lui, idéologiquement dans le jeu, mais je ne compte pas lui ressembler. Je vais à ma façon essayer de changer les choses. Ça ne m'intéresse pas que l'on se souvienne de moi sur le long terme. Mon but est d'essayer de sortir le club de cette période difficile et de donner du plaisir aux supporters. Jorge Sampaoli va vivre sa deuxième expérience en Europe après son passage à Séville en 2016. Premier test pour l'Argentin ce mercredi soir. L'OM reçoit Rennes en championnat. Et les plus avertis auront reconnu Pancho Abardonado sur ces images, ancien défenseur de l'OM et de Nice, pur Marseillais. Laurent Spinozzi aussi, entraîneur des gardiens, qui fait son retour. Ça rompt clairement avec le discours de Jacques Henriot qui voulait, entre guillemets, chasser les Marseillais de l'organigramme du club. Voilà, Pancho Abardonado qui est donc de retour. Eric, bon voilà, vous le disiez pendant le reportage, ça va barder. Il n'a pas l'air. Moi, je ne connais pas Jorge Sampaoli, mais on voit qu'il est, voilà, il va tenir son effectif et peut-être qu'il n'admettra plus jamais le piteux spectacle auquel l'OM nous a habitués lors de ce match de 16e de finale de Coupe de France. Là, je pense que c'est un meneur d'hommes. Ça se voit morphologiquement, on sent qu'il ne va pas s'en laisser compter. Non, je crois que vous avez raison sur ce point-là. On va conclure ce grand direct avec des collégiens des Alpes-Maritimes qui avaient cours de musique aujourd'hui. Alors jusqu'ici, rien d'exceptionnel, sauf que le cours s'est déroulé dans un studio d'enregistrement à Nice, des collégiens de Carrosse qui sont allés à Nice pour un atelier consacré à la musique rap. Claudia Olivier. Diego et ses camarades de classe de 3e du collège Paul Langevin à Carrosse participent cet après-midi à un cours de musique un peu particulier. Il n'y aurait rien qui pourrait l'égayer, que ça ne servait à rien d'essayer. Grâce à l'association niçoise Wake Up Movement, c'est atelier d'écriture au programme, plus enregistrement de chansons en studio. C'est super cool, franchement, c'est une super expérience. On se croit un peu dans la peau des rappeurs, d'être dans les studios comme ça, avec l'instru. Franchement, c'est super cool, je kiffe. J'adore. Pour leur enseignante, c'est un moyen de leur faire découvrir la musique autrement. C'est eux qui écrivent leurs propres paroles, donc il y a tout un travail sur eux-mêmes qui est fait, et le fait de pouvoir aller jusqu'au bout et d'enregistrer comme les gens qui les écoutent tous les jours à la radio ou sur leur téléphone, et voilà, c'est un peu magique pour eux, quoi. Ça leur apporte énormément à tous les points de vue, au niveau de l'expression, au niveau de la façon d'interpréter leurs paroles, la mise en valeur. Il y a tout un travail qui est fait en amont qui est énorme. En plus de leur transmettre sa passion, le rappeur niçois Le Mom les guide et leur donne quelques conseils. Au niveau de la technique, ça va dépendre des facilités de chacun.
Il y en a qui vont être plus à l'aise dans le flow, d'autres qui vont être plus à l'aise dans l'écriture. Donc c'est au cas par cas, mais on leur apprend ce que c'est qu'une rime, une structure, des mesures. Ils doivent être là pour sourire, pour prendre du plaisir. Et je crois qu'en faisant de l'art sous toutes ses formes, que ce soit de la photo, de la peinture, de l'écriture, c'est apprendre à se connaître. Et si on se connaît, on a plus de chances de comprendre les autres aussi. C'est aussi un moyen pour ces élèves de réaliser leurs rêves et peut-être de découvrir une nouvelle vocation. De pouvoir leur permettre de réaliser ce qu'ils ont travaillé en amont et de pouvoir s'entendre justement directement sur l'instru et après en profiter pour leur donner quelques petits conseils. C'est de transmettre, on va dire. Donc ce que moi j'ai pu apprendre avant et peut-être, qui sait, donner envie à certains. Pour le directeur de l'association créée il y a 2 ans, l'objectif est de continuer à faire vivre la culture malgré la crise sanitaire. La culture est touchée, mais on essaye de continuer à vivre parce que la culture c'est la vie, c'est l'expression de nos vies. Donc il faut qu'on continue à être dans l'expression, on continue à vivre, garde le sourire et aller de l'avant. Voilà, on essaye de continuer malgré tout. À terme, l'association souhaite créer une compile avec les 5 collèges avec qui il collabore et pourquoi pas un jour faire monter sur scène ces jeunes talents. Voilà, c'est sympa comme initiative. Ah oui, c'est bien, si ça peut apprendre la musique et apprendre à écrire des textes, pourquoi pas. Bon, on peut imaginer aussi de mettre les fables de Jean de La Fontaine en rap, non? C'était fait, hein, vous inquiétez pas. Ça a été fait. Ouais, mais non, mais moi je trouve ça bien, si ça rapproche les jeunes de la culture, de la musique. C'est vrai que c'est plus facile pour des jeunes d'aborder ce genre de produits musicaux qu'une symphonie de Beethoven. Mais ça peut les emmener vers ça. Exactement. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves absents aujourd'hui pour ce cours de musique si particulier. Merci Eric. Merci Nicolas. C'est la fin de ce grand direct. Merci à Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. Bonne soirée, à demain sur les antennes d'Azur TV.